Eh bien, bonsoir à tous. Merci pour votre intérêt. On est une trentaine de participants. On va démarrer. Merci Alexandre d'être rendu disponible ce soir pour échanger avec nous. Euh, bon, il y a un certain nombre de personnes qui connaissent bien l'association Enseignants de la Transition, là, parmi ceux dont je vois le nom apparaître. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on est une communauté de 300 membres. C'est dans le- aux- on travaille tous dans le supérieur, mais dans une diversité d'établissements et de disciplines. On s'intéresse au sujet de la transition écologique et sociale, tant qu'à faire. On essaye d'améliorer nos propres cours et de différentes façons d'accompagner nos collègues, les établissements à faire également leur travail pour qu'on soit capable d'intégrer dès aujourd'hui les savoirs qui nous seront utiles, en particulier demain, mais dès aujourd'hui aussi. Euh, alors, dans ce nouveau rétex, retour d'expérience pédagogique, on va se concentrer sur un master qui est particulièrement intéressant. Bon, bah, dans un instant, Alexandre va nous en parler. Euh, le MSc Strategy and Design for the Anthropocene de l'ESC Clermont et Strat, école de design qui a une proposition assez radicale, je comprends, une visée radicale et opérationnelle, une approche multidisciplinaire. Donc, tout ça nous intéresse beaucoup. Et l'idée, c'est d'avoir d'abord, je vais admettre une nouvelle personne, l'idée, c'est d'avoir d'abord Alexandre qui nous présente un petit peu la genèse de ce master, la mise en place, les grands messages, la vision du parcours, les principes pédagogiques, puis la gestion, le développement. J'ai un certain nombre de questions pour creuser, mais l'idée, c'est que vous posiez plein de questions vous-même, que ça soit dans le cours de la présentation, si nécessaire, ou à la fin d'une présentation qui devrait peut-être durer à peu près une demi-heure, plus ou moins, selon les digressions, les questions, etc. Donc ça, on verra. Euh, Bonsoir, du coup, Alexandre, tu as le son? Bonsoir. Oui, 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 c'est tout bon. super. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, parce que peut-être tu peux mettre en avant ce qui te paraît le plus intéressant. Il y a beaucoup de choses dans ton parcours, dans ce que tu fais en ce moment. Et puis, première question, qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène? Du coup, démarrer par ça. Avec plaisir. Donc, moi, je suis Alexandre Monin, je suis philosophe, mais j'ai toujours travaillé dans des lieux un peu étranges, comme je le dis souvent. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine du numérique. J'ai fait une thèse sur l'architecture et la philosophie du web. J'ai travaillé vers 2007-2008 dans le domaine des humanités numériques, qui était alors naissant en France. J'étais thésard à ce moment-là, c'était en parallèle à ma thèse. Et puis, entre autres choses, j'ai travaillé aussi pendant ma thèse 3 ans à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou que dirigeait feu Bernard Stiegler. Je travaillais sur des questions liées au numérique, à l'économie de la contribution, à tout un ensemble de choses. Je suis parti un petit peu en Allemagne, à l'université du Bauhaus pendant quelques mois où j'ai croisé Bruno Latour dans le cadre de ma thèse, qui était une thèse qui portait sur l'architecture et la philosophie du web. Je m'inspirais beaucoup de ses travaux. Lui-même avait évidemment développé déjà depuis pas mal de temps des réflexions sur les questions environnementales. Donc j'étais à la fois sur les enjeux numériques, et en même temps aussi je touchais aux enjeux environnementaux, notamment par l'angle STS, donc Science and Technology Studies. J'ai été recruté l'année suivante chez INRIA, donc autrefois l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, avec lequel je collaborais depuis 2008-2010. Voilà, j'étais chercheur associé déjà depuis 2011, parce que j'avais mené différents projets avec INRIA, le ministère de la Culture, etc. Je ne rentre pas dans les détails. J'y ai travaillé comme chercheur entre 2014 et 2017. C'était sur des postes de chercheurs contractuels, qui sont des postes spécifiques sur concours INRIA, un peu entre CR1 et CR2, voilà, contractuels.
J'en ai démissionné parce que c'est à ce moment-là, à partir de 2015, que j'ai commencé à réorienter mon travail vers les enjeux environnementaux en me posant d'abord la question du devenir du web, puis du devenir des technologies numériques en général, à l'aune de l'Anthropocène, que je vais donc expliciter dans un instant. Et j'ai démissionné d'INRIA, c'était un divorce mutuel, en 2017. À l'invitation de mon collègue Diego Andivar, j'ai rejoint l'école de management de Clermont-Ferrand. Parce qu'au moment où j'ai démissionné, voilà, il n'y a pas forcément de poste ouvert. Lui m'a dit, il y a un poste qui est disponible. Ça nous permettait de centraliser nos activités, parce que tous les deux, on avait déjà commencé à travailler un peu sur ces questions depuis 2015. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été pris. J'ai rencontré un autre collègue, Emmanuel Bonnet. Tous les trois, on a fondé par la suite la Redirection écologique. Et avec Diego, dans le cadre d'un projet de recherche en 2017, on avait aussi lancé les prodromes de ce qu'allait devenir également la Redirection écologique. En tout cas, on avait posé la matrice de la Redirection écologique, que je vais aussi expliciter dans quelques instants, ce à quoi forme le Master of Science Stratégie et Design pour l'Anthropocène. Et donc, on nous avait demandé de créer une formation, notamment à moi et Emmanuel Bonnet, plutôt Emmanuel Bonnet et moi. Et je me suis impliqué là-dedans, et chemin faisant, je reviendrai un peu plus dans le détail sur cette question, mais on a fait converger cette formation, qui au départ était une formation plutôt au design, vers nos enjeux de recherche, c'est-à-dire donc la redirection écologique et les éléments que je vais vous présenter dans un instant. Cette formation, elle a ouvert ses portes en 2020. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que j'en suis le directeur. Et c'est une formation, effectivement, qui forme à la redirection écologique et qui part d'un diagnostic qui est celui de l'Anthropocène, à savoir la nouvelle époque géologique dans laquelle nous serions rentrés, marquée par les conséquences des activités humaines et industrielles, et par le franchissement en cours des limites planétaires, donc qui garantissent des conditions d'habitabilité sur Terre. Au départ, d'ailleurs, la notion d'anthropocène vient plutôt euh, avant même Paul Crutzen, mais Paul Crutzen, la géologie, la chimie, un petit peu ces mondes-là. Et puis, elle a rencontré ces dernières années la notion de limite planétaire qui, j'ai l'impression, tend à s'y substituer. J'ai l'impression qu'on parle plus volontiers maintenant de limite planétaire que d'anthropocène. Aussi parce qu'il y a eu tout un ensemble de controverses autour de l'anthropocène. Est-ce que c'est tous les êtres humains qui sont responsables du modèle qui nous met voilà, face à des difficultés très importantes dans les prochaines années, où ce sont certains humains? Il y a eu énormément de controverses sur ces questions, sur la dénomination même d'anthropocène. Tel qu'on l'entend nous, on entend anthropocène et l'ensemble des termes alternatifs qui ont été proposés, comme capitalocène, androcène, anglocène, tout ce qu'on veut. Il y en a des dizaines, voire des centaines maintenant, mais comme aucun ne s'est imposé, on garde le terme anthropocène, mais en incluant encore une fois toutes les alternatives et toutes les réflexions, toutes les critiques qui ont été émises sur ce terme-là. Voilà. Après, c'est vrai que la notion de limite planétaire a l'avantage de mettre en évidence eh bien, des paramètres plus nombreux, la biodiversité, l'acidification des océans, le réchauffement climatique, etc., etc., etc. Voilà, donc ce que je pouvais dire pour répondre à la première question. Bien, très clair, merci. Et si on arrive sur on revient, tu l'as évoqué, ce MSI, quel est, 2000, tu l'as démarré en 2020, vous avez eu combien d'étudiants, comment est-ce que c'est venu, enfin, partons de la Ouais. genèse d'abord. Alors, la genèse, elle remonte effectivement à 2017 d'une certaine manière. C'est en 2017 qu'à l'occasion d'un séjour de recherche à Londres, avec Diego Andivar, on se pose la question finalement de l'héritage et de la fermeture d'un certain nombre de modèles d'infrastructures dont on peut considérer, ou de technologies ou autres, dont on peut considérer que ces éléments ne sont pas viables à l'avenir. D'ailleurs, 4 ans plus tard, on a publié un livre qui s'intitule Héritage et fermeture, mais voilà, à nouveau, la genèse de cette réflexion remonte à ce moment-là. On était à quelques jours du déclenchement du Brexit, donc on s'est posé la question de est-ce que ce pays peut fonctionner tel qu'il fonctionne aujourd'hui après le Brexit. On a vu après qu'il y a eu des soucis pendant au début du Brexit concernant les chaînes logistiques, Hmm. il y avait des magasins qui étaient vides, etc., etc. Puis après, il y a eu le confinement, donc on a encore vu aussi parfois des magasins vides, enfin, et on en verra sans doute d'autres à l'avenir parfois, au fur et à mesure qu'il y a des crises qui vont se déclencher. En tout cas, ça a été un petit peu le point de départ de cette réflexion, et en se disant aussi qu'il fallait décaler la critique
d'une critique qui veut faire disparaître ces objets, le capitalisme ou autre, à une critique qui, d'une certaine manière, se dit il y a aussi tout un ensemble d'infrastructures, de modèles dont on hérite. On peut vouloir autre chose, on peut vouloir s'en débarrasser, mais il faut poser aussi que ces éléments sont là, il faut les comprendre, y compris si on veut les détricoter, si on veut les fermer. Et donc, on était dans une optique de poser cette double perspective, héritage d'un certain monde et en même temps fermeture, parce qu'on considérait que l'ensemble de ce monde-là n'était pas viable ou n'avait pas vocation à être viable à l'avenir ou à durer à l'avenir, et de se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour fermer, démanteler des éléments qui ne sont pas viables et qui ne seront pas viables demain. Et en réfléchissant au fait qu'il nous manquait des compétences, des savoirs, des savoir-faire pour rendre opérationnelle cette perspective. Et donc, c'est vrai que dans un premier temps, on était en plus dans un contexte un peu artistique au début du fait du séjour de recherche auquel on participait, que j'avais monté. Et c'est vrai que ça semblait, cette idée qui aujourd'hui, ça apparaît dans des rapports du Sénat, nos travaux sont cités, voilà, ça apparaît comme une perspective tangible, acceptable, légitime, mais en 2017, ça semblait vraiment être un peu étrange ou en tout cas un peu audacieux, on va dire ça comme ça. Et donc, on l'a pensé aussi un petit peu avec ce jour, ce côté artistique, en se disant, aujourd'hui, c'est pas encore d'actualité, mais il faut prendre ça au sérieux. Il faut aussi trouver un espace pour poser ce geste. Et d'une certaine manière, on était un peu des anti-yes men. Vous voyez, les yes men, hein, ces artistes américains qui expliquent, qui font un peu des happenings Ouais. où ils racontent une histoire qui est fausse et puis ils expliquent à la fin du happening que l'histoire était fausse et que les gens qui ont rigolé sont des gens horribles parce que souvent ils ont rigolé à quelque chose d'horrible Mm. eux-mêmes. Mm. Mais ils ouvrent une parenthèse, ils la referment très vite pour dire quelque chose. Nous, l'idée, c'était d'ouvrir une parenthèse et de ne jamais la refermer. On va penser que c'est expérimental, que c'est artistique, que c'est de la blague, mais en fait, c'est extrêmement sérieux. Et derrière, il y a effectivement un raisonnement qui est extrêmement sérieux et de jamais refermer la parenthèse pour que ce sérieux-là, finalement, devienne culturellement acceptable, audible, institutionnalisé, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ. En parallèle à ça, ou un petit peu plus tard, on nous a demandé, donc une fois que j'ai rejoint l'ESC Clermont, de monter une formation qu'on a plutôt voulu avec Emmanuel Bonnet orienter vers le design. Ça nous semblait... il y avait déjà des designers qui s'intéressaient clairement aux enjeux de l'anthropocène, tous ces enjeux-là, designers, designeuses. C'était plus compliqué sans doute du point de vue de la gestion, particulièrement à l'époque. Maintenant, on essaye de raccrocher un peu les wagons, mais en tout cas, il y avait de longue date des travaux sur ces questions en design, et ça nous a semblé intéressant d'ouvrir cette formation aux enjeux de design qu'on connaissait un petit peu toutes et tous. On avait chacun une expérience en la matière. Et moi, j'ai fait un petit peu la tournée des écoles de design en région Aura pour qu'on essaie de monter comme ça le programme en lien avec des acteurs du design sur place. Et puis finalement, quelques temps plus tard, en 2019, j'ai appris que Strat allait ouvrir un campus à Lyon. Je trouve que je connaissais le directeur de Strat à l'époque, parce qu'il était dans le conseil d'administration de l'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, Dominique Siama. Et j'allais intervenir à Strat en mai 2019. Première intervention depuis des années sur les questions environnementales. On n'avait pas eu depuis très longtemps, m'a dit Dominique à ce Astrat. moment-là, à Ah oui. Strat. Ouais. Et on se connaissait depuis une petite dizaine d'années à ce moment-là. On lui a proposé de se voir et finalement lui proposer un partenariat entre nos deux écoles pour que la formation soit alignée sur les enjeux qu'on n'appelait pas encore à l'époque de redirection écologique, mais qu'on commence d'ores et déjà à former des gens à ces enjeux-là. Et il a trouvé que la proposition était intéressante. Il l'a validé et on a présenté cette proposition aussi du côté de l'ESC Clermont. Donc voilà, on peut faire ça avec une école de design qui porte aussi une vraie légitimité en la matière. Sachant qu'il y avait aussi un lieu qui s'ouvrait en parallèle à l'ESC Clermont autour du design qui avait été financé par la région à l'initiative de Diego Landivar. Donc il y avait aussi une attache sur ces questions dans l'école. Et donc ça a été validé. Il y a une convention qui a été signée entre les deux écoles en novembre 2019. Pour des raisons diverses et variées, je n'ai pas pu assister à cette signature, mais mes collègues y étaient. Et on a monté le dossier de cette formation par la suite, en fin d'année, donc à la fin de l'année 2019,
pour le déposer, je crois, si je ne me trompe pas, en janvier, et on a eu la réponse peut-être en février ou mars, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dossier qui a été déposé à la conférence des grandes écoles, puisqu'il s'agit effectivement d'un Master of Science. Donc, c'est comme un master spécialisé, mais en anglais, et qui est depuis le début accrédité par la conférence des grandes écoles. Donc, c'est une formation qui dure, il y a 8 mois de cours, plus 4 à 6 mois de mission, et puis un temps de rédaction du mémoire. Donc, c'est à peu près 16 mois de formation. Tout compris, voilà, jusqu'à la diplomation. Pas forcément 16 mois de cours. Voilà, et donc la formation a ouvert ses portes en octobre 2020, et elle en est aujourd'hui à sa 4e promotion. C'est une formation qui accueille chaque année à peu près une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes, 26 la première année. Alors on a ouvert nos portes, c'était un petit peu particulier en pleine période de confinement. Donc, lancer une nouvelle formation, recruter, en plus sur ces enjeux-là, c'est pas forcément évident. Alors, il y avait sans doute un côté monde d'après, hein, comme on disait à cette Ouais. époque-là, avec beaucoup de gens qui se posaient des questions sur leur activité, sur leurs souhaits. C'était aussi le moment où des étudiants et des étudiantes demandaient à ce que les formations soient alignées sur les enjeux écologiques. Oui, c'était un an Euh, de lancement pour un réveil écologique, etc. voilà, tout à Ouais. fait. Il y avait l'association pour un éveil écologique, différentes actions de ce type, et nous, on voulait apporter justement une possibilité à ces gens-là, dire ouais, il est possible d'aligner finalement sa vie professionnelle avec des souhaits qu'on peut avoir politiques, environnementaux, etc. Donc, on a recruté 23 étudiants et étudiantes à l'extérieur et 3 étudiantes de Strat, qui à l'époque étaient des étudiantes à Bac+3. Donc, on avait le droit d'avoir un petit contingent d'étudiantes à Bac+3, parce que sinon, la formation accueille des étudiants et des étudiantes à Bac+4 et Bac+5, plus des personnes évidemment qui peuvent nous rejoindre via la validation des acquis professionnels. La deuxième année, on était une vingtaine. La troisième année, on était 16. Et puis cette année, on est 24-25. Il y a encore une inscription peut-être qui va se finaliser de quelqu'un qui a quitté son emploi pour nous rejoindre. Donc on est autour de 20, un petit peu plus de 20 en fait, en moyenne. Voilà. Ok, super. Et les profils de ces étudiants? Alors, les profils, au départ, c'était... alors, d'une part, en termes de genre, on a toujours eu une dominante féminine. On s'était posé la question, on s'était dit qui va nous rejoindre? Est-ce que ça va être, je caricature un tout petit peu, mais de jeunes ingénieurs jancovicistes, hommes radicalisés? Non, on en a eu un, je pense, sur plus de 80 étudiants et étudiantes, qui est très sympathique, hein, par ailleurs, je le salue. Baptiste, si tu nous regardes. On a ouais, une dominante féminine en termes de genre qui ne se dément pas. Une année, on a été sur 50-50, mais sinon, le reste du temps, on doit être plutôt sur, je dirais, 60, 65, 40 ou 35. Donc, c'est quand même notable. Et puis, au départ aussi, on avait des personnes qui étaient pour moitié ce que j'appelais des étudiants et des étudiantes en reconversion immédiate. Les étudiants et les étudiantes qui avaient fait une école de management, une école d'ingénieur, une école de design ou autre pour faire plaisir à leurs parents ou terminer leur Mm. cursus, ou qui ne se posaient pas ces questions à 19, 18 ans ou autre, mais qui se les posaient. Surtout que l'année où on a ouvert, c'était quand même l'année la pandémie de Covid, il y avait des Covid. questions Ouais. de réchauffement climatique qui se posaient. Enfin, c'était quand même une année assez lourde, chargée, qui amenait à se poser plein de questions. Mm. Enfin, chaque année, depuis pas mal d'années, nous amène à vous poser plein de questions en même temps. Donc, voilà. Oui, mais Euh, effectivement, il y a eu un il y a un plateau autour de enchaînement depuis 2019-2020. Ouais. voilà, quelques temps Ouais. qui est quand même assez notable. Puis même 2000, je sais plus si c'était 18 déjà, il y avait les Gilets jaunes. Donc, voilà. Et la démission de Nicolas Hulot, oui. Il y a On eu n'arrête pas. plusieurs Voilà, séries on n'arrête pas, effectivement. Donc, c'était un peu ce public-là, plutôt jeune, qui était en train de terminer ses études ou qui avait terminé ses études ou depuis peu de temps. Et sinon, un public en reconversion qui avait déjà de l'expérience, des gens qui avaient la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, et qui nous rejoignaient. Aujourd'hui, on a plutôt une dominante de ce public-là, de personnes qui ont déjà de l'expérience,
à des âges différents, hein. Ça peut être fin de vingtaine, trentaine, quarantaine, fin de cinquantaine, voilà. Mais donc un public un peu plus âgé, un peu plus expérimenté, avec toujours des personnes un peu plus jeunes aussi qui nous rejoignent, mais le pourcentage plutôt en faveur des personnes expérimentées. Et de plus en plus des personnes qui nous rejoignent en maintenant une activité, soit une activité qui existait déjà, c'est une activité de conseil ou autre, ou qui le font depuis leur organisation. Donc, ou qui expliquent, ben voilà, moi je souhaite faire cette formation, ou qui disent dans tous les cas, je vais faire cette formation, est-ce que ce sera chez vous ou chez moi, grosso modo. Parfois, les employeurs disent, bah, ce sera chez toi, et puis parfois ils disent, non, non, reste, ce sera chez nous, et de plus en plus disent, ce sera chez nous. On a aussi des gens qui ont fait la formation en formation continue, donc avec vraiment l'aval de l'employeur. Ça, c'est un dispositif finalement qui est très intéressant. On a eu des alternants et des alternantes la deuxième année, mais c'était à partir d'un dispositif expérimental qui n'est plus aujourd'hui accessible pour ce type de formation, parce que la réglementation a changé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc voilà, un petit peu pour dresser le portrait type, mais ce sont des personnes qui ont des origines très différentes, des parcours très différents, des perspectives aussi qui sont très différentes, et la formation est là pour à la fois délivrer une sorte de socle commun, mais leur permettre aussi très vite de s'emparer de chantiers qui vont leur permettre de nourrir leur projet. Donc il y a à la fois un socle commun et en même temps chacun va dans une direction qui lui est propre, tout en intégrant un écosystème global qui est composé des enseignants et des enseignantes, de nos partenaires, parce que j'y reviendrai dans quelques instants sur les questions de pédagogie qui se déploient au sein Oui. de la formation, donc ce qu'on appelle nous les commanditaires, et puis les anciens étudiants, les anciennes étudiantes, voilà, tout un ensemble de personnes qui constituent aujourd'hui l'écosystème de la redirection écologique, aussi avec des gens qui n'ont pas suivi la formation. C'est un peu une matrice, évidemment, qui joue un rôle important, mais par exemple, je sais pas, des entreprises, des acteurs, des collectivités qui s'emparent de ces questions aussi de redirection écologique et qui s'interfacent avec cet écosystème ou avec la formation d'une manière encore un peu différente. Donc, voilà. Et combien coûte le master selon les profils, peut-être? Oui, oui, alors il coûte aujourd'hui 11 950 euros. C'est un petit peu augmenté l'année dernière. Nous, on a un système de bourse pour aider les étudiants et les étudiantes à le rejoindre, qui est lié à un système de commande au plan pédagogique que j'expliciterai dans un instant. Mais disons qu'on a des collaborations avec des entreprises, que celles-ci donnent lieu à des dons à la fondation de l'ESC Clermont, et ces dons alimentent un pot commun. Donc nous, on garde rien. C'est une bourse qui est propre à cette formation, y compris dans l'école. Et ces dons ensuite sont reversés à l'ensemble des étudiants et des étudiantes sous condition de critères sociaux qui sont ceux de la Fondation de France. Donc, on essaie de reverser un maximum de personnes possible. Quand c'est vraiment pas possible parce qu'on dépasse l'assiette de la Fondation de France, ben, on le fait pas parce que la Fondation de France ne nous le permet pas, mais on a une assiette de versement qui est très très large, plus large que beaucoup plus large que pour les bourses classiques de l'école. Et donc, en moyenne, on peut reverser environ 2 000 euros par étudiant et étudiante jusqu'ici. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des personnes à qui on va verser 750 euros et d'autres 4 000. Donc, ça peut quand même donner lieu à des aides assez conséquentes. Il y a aussi des aides via Pôle emploi ou autres. Et cette année, on travaille à passer de la formation au RNCP, ce qui permettra de mobiliser le CPF et également de reproposer l'alternance, ce qui avait été le cas donc, en année 2, mais qui n'est plus le cas du fait de l'évolution de la réglementation. Voilà. Ok, merci. Et tu as évoqué les parcours. Voilà, si on arrive un petit peu là-dessus, les principes pédagogiques et puis le contenu, en fait, Bien que sûr. vivent. Alors l'idée, c'est vraiment de former à la redirection écologique. Donc c'est de partir du principe que c'est au cœur de la redirection écologique, par rapport au développement durable, par rapport à la transition, par rapport à différentes approches existantes, la RSE, etc., etc., qui sont des approches qui ne méritent pas forcément d'être critiquées, hein. Mon idée, c'est pas du tout de dire la redirection, c'est mieux, donc tout ça, ça ne vaut rien. Et puis en plus, il y a des gens qui font des choses quand même extraordinairement diverses
à partir d'un même intitulé. Donc, faut regarder un petit peu les choses dans le détail, notamment l'idée de transition, qui est quand même un peu mise à toutes les sauces. Du coup, Bah se oui. positionner par rapport à la transition, c'est quand même c'est compliqué parce que ça veut dire beaucoup de choses, donc ça n'a pas tellement de sens. Faut aller un Mm. petit peu dans le détail. Donc, c'est pas l'idée de dire faut pas parler de transition, faut parler de redirection sur un mode un peu sectaire, hein, je vous rassure tout de suite. Par contre, la redirection écologique par rapport à d'autres approches met au cœur de ces réflexions, non pas le fait qu'il va falloir miser uniquement sur la sobriété et que l'efficience n'a plus de rôle. Par contre, effectivement, on peut pas miser que sur l'efficience, mais elle ajoute un troisième paramètre qui est que il va falloir aussi renoncer à des choses auxquelles on ne pourra pas ne pas renoncer ou auxquelles il faudra renoncer demain, des choses qu'il va falloir fermer parce qu'elles ne sont pas viables ou elles ne devraient pas être viables. Peut-être que commercialement, les SUV, c'est viable, mais clairement, ça ne devrait pas l'être. Donc, il faut arrêter. Mm. Voilà, juste pour donner un exemple caricatural, mais malheureusement réel, pour autant. Et des exemples plus subtils, hein, je vous rassure. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à prendre en charge cette question des arbitrages. Si on ne peut pas tout maintenir demain, il va falloir procéder à un certain nombre d'arbitrages. Et la question, c'est effectivement à quelles conditions on procède à ces arbitrages qui commencent à se multiplier un petit peu partout à mesure que des territoires, des collectivités ou autres sont notamment confrontés, je ne sais pas, au recul du trait de côte, à la disparition de la neige sur tout un ensemble de territoires de montagne, à tout un ensemble de problématiques, à la question de l'eau aussi, qui oblige à faire des arbitrages importants. Et donc, aujourd'hui, on est assez démunis en matière de savoir, de savoir-faire, même de littérature sur les enjeux de fermeture. Il y a beaucoup de choses sur l'innovation, de plus en plus de choses sur la réparation, la réparabilité, sur la maintenance. Je renvoie aux travaux de Jérôme Denis, David Ponty, qui ont publié un livre, je crois que c'était l'année dernière ou en 2021, je ne sais plus, pardon, le soin des choses, ça devait être début 2022, je pense. Mais aussi le travail de Pierre Quay, philosophe, qui a publié Durée, donc 2 travaux à peu d'années d'écart, ça doit dater de 2020, qui parlent de maintenance. Mais il y a beaucoup moins de réflexion et encore moins de savoir-faire en matière de fermeture, mais la bonne fermeture. Comment est-ce qu'on ferme démocratiquement? Comment est-ce qu'on renonce démocratiquement à un certain nombre de choses parce qu'elles ne sont pas viables ou parce qu'elles menacent les conditions d'habitabilité sur Terre? Ou Donc en plus. fait, Oui, je t'en prie. parce, tu fais une distinction avec la sobriété. Du coup, juste pour que ce soit bien clair, parce qu'il y a aussi une forme de renoncement dans la sobriété, mais là, tel que vous l'entendez, c'est au niveau infrastructure, c'est pas juste au niveau comportement individuel, quoi. C'est Non, tout ça. à fait. C'est effectivement pas uniquement au niveau comportement individuel, mais au niveau effectivement infrastructurel, technologique, modèle de toutes sortes. Voilà, c'est effectivement un niveau plus collectif que ces questions aussi se posent et qu'on y est d'ailleurs collectivement confronté. Et donc toute l'idée, c'est de former des gens qui vont devoir s'emparer de ce type de chantier en considérant justement que ces chantiers dès l'ouverture, parce qu'on avait commencé à faire des enquêtes dès 2017. 2017, c'est 2 ans après la COP21, donc il y a quand même pas mal de choses qui se passent aussi en France autour de l'Anthropocène, autour de l'effondrement et toute la vogue de l'effondrement. Moi, j'ai étudié ça, puis Mm. j'ai un peu connu ça aussi de près. Donc il y a quand même un terreau, c'est pas complètement nouveau. Mais il s'agit maintenant d'outiller ça et de dire en fait les chantiers sont là, ils sont pas là demain, ils sont déjà là aujourd'hui et les organisations, les institutions, les territoires ont besoin de personnes qui vont y travailler et aujourd'hui ces personnes n'existent pas. Et il faut aussi montrer que ces chantiers sont légitimes pour que ces acteurs demain fassent travailler justement des personnes. Ça marche dans les deux sens. Modifier l'offre, mais aussi modifier la demande d'une certaine manière et montrer qu'il y a de l'espace pour travailler sur ces chantiers-là. Et donc, quand on a ouvert, dès la première année, on a ouvert en proposant aux étudiants, aux étudiantes de l'école, non pas que ce soit une sorte de pari, en disant, on va vous faire un beau diplôme sur l'Anthropocène, mais derrière, ce que vous allez devenir, j'en ai aucune idée et débrouillez-vous, ce qui serait un peu triste. Il y avait déjà des formations qui travaillaient sur ces questions. Je pense à l'école des arts politiques de Sciences Po de Bruno Latour, qui avait co-monté avec d'autres personnes Bruno Latour. Il y avait déjà une focale sur l'Anthropocène, avec plutôt un volet artistique. Par contre, où la question de la professionnalisation des étudiants et des étudiantes n'était pas forcément au cœur de l'enjeu. Je comprends que Bruno Latour ne se soit pas penché sur cette question-là, il avait d'autres choses à faire. Mais par contre, moi et mes collègues, nous devions nous pencher sur cette question. Et donc, on a proposé aux étudiants et aux étudiantes, dès le démarrage de l'année, de s'emparer d'un chantier de redirection écologique lié soit à des enjeux directs de renoncement, soit à des enjeux attenants,
pour montrer qu'en fait, il y avait des besoins réels avec de vraies organisations, avec de vrais territoires, avec de vraies institutions, que ce n'était pas du tout un fantasme de chercheurs, ça c'est un point quand même tout à fait important, et leur permettre justement de se mettre le pied à l'étrier en s'emparant de ces chantiers-là, des chantiers très ambitieux, un peu inédits dans un certain nombre de cas, comme il y a 3-4 ans, il y a 4 ans maintenant, on avait mené une commande sur l'arrêt de la construction neuve en Île-de-France. Comment on arrête la construction neuve en Île-de-France? Alors, dans le contexte du Grand Paris, parce qu'il faut se faire plaisir et que c'est plus facile quand des investissements massifs, en considérant avec une entreprise, c'était une demande d'une entreprise, qui considère que son secteur va devoir basculer vers une économie de la maintenance et de la réhabilitation. Donc, montrer que ce n'était pas de la science-fiction, qu'en fait, ces chantiers-là existaient réellement et leur donner une visibilité et professionnaliser des gens qui allaient s'en emparer et qui allaient y travailler. Du coup, on a une formation ancrée dans ces chantiers-là, puisqu'on les confie à nos étudiants dès le démarrage de l'année et qu'on leur propose ensuite, à l'issue des cours, éventuellement de continuer à y travailler sous la forme d'une mission. Je ne dis pas un stage, parce qu'on n'est pas obligé que ce soit des stages dans les règlements des diplômes. Ça peut être n'importe quel type de contrat, donc ça peut être aussi du mieux-disant, ça peut être des CDI, des CDD, etc. Et parfois, on a des étudiants et des étudiantes qui valident l'année sur un CDI, et tant mieux si ce n'est pas un stage. Ça peut être du consulting ou autre chose. Donc, c'est important, je pense, de ne pas dire stage pour ne pas se limiter à cette perspective. En tout cas, quand on a à cœur justement ce développement, cette professionnalisation, je pense que ça vaut le coup de le rappeler. Et donc d'y travailler ensuite pendant 4 à 6 mois. Donc, ce qui fait qu'on peut travailler sur une commande 8 mois à temps partiel, plus 4 à 6 mois à temps plein, éventuellement un temps de rédaction de mémoire, ce qui permet quand même d'avoir quasiment l'équivalent d'une... alors, pas à temps plein en permanence, mais sur la durée, c'est quasiment l'équivalent d'une demi-thèse. Parce qu'on est sur 16 mois, une demi-thèse aujourd'hui c'est 18 mois, donc on n'est pas si loin que ça. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin qu'un stage. Et en plus, comme on a des personnes souvent qui ont déjà une expérience professionnelle, qui peuvent la réinvestir dans le chantier qu'on leur propose, ça permet aussi d'avoir des gens qui sont assez vite opérationnels, qui ont aussi des choses à apporter. Non pas que les jeunes n'aient pas des choses à apporter aussi, mais ça permet justement de mobiliser, et d'ailleurs souvent on les faisait travailler en tandem la première année, ça permet voilà, de mobiliser de remobiliser ce qu'on sait faire autrement. Ça, c'est vraiment un enjeu fort de la redirection écologique. On ne vous demande pas d'abandonner ce que vous connaissiez, on vous propose plutôt de le remobiliser, mais pour une fin sans doute très différente de ce que vous faisiez auparavant. Et donc la formation est une formation pluridisciplinaire qui accueille aussi bien des physiciens, des sociologues, des anthropologues, des informaticiens, des juristes, voilà, parce que les questions qu'on aborde sont extrêmement vastes, extrêmement variées, et qu'on l'articule autour de 5 axes, on va dire. On a 4-5 axes. La question de l'enquête, on commence par là parce qu'on met les personnes dans une posture d'enquête parce qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui aux questions qui sont posées. Comment fait une entreprise qui veut entrer en décroissance? Il n'y a pas de manuel par A plus B aujourd'hui qui l'explique. Quelles que soient les opinions de chacune de chacun, j'ai une étudiante qui me disait un petit peu ça l'autre fois. Elle travaille dans une entreprise où il y a des gens qui se posent la question, si les gens de l'entreprise vont voir le banquier aujourd'hui, disent bah, écoutez, monsieur le banquier, on est une entreprise à partir de maintenant en décroissance, comment on se finance, est-ce que vous avez des billes par rapport à ça? Je pense que les yeux du banquier ils vont un peu exploser en entendant ces paroles. Donc il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à inventer, il y a des modèles qui ne sont pas disponibles aujourd'hui, mais sur lesquels il faut néanmoins travailler, et d'urgence, mais aussi des modèles démocratiques au niveau des territoires, des institutions. Donc, on a cette posture de l'enquête qui est en fait une posture de la co-enquête, parce que ce qui est important aussi dans la perspective de la redirection écologique, c'est de penser les choses en termes d'attachement. Nous, on ne pense pas tant en termes de besoin que d'attachement. Si on parle des renoncements, la question qui se pose, c'est de quelle manière, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont attachées, c'est un terme qui est issu de la sociologie des attachements, Bruno Latour, Michel Callon, Antoine Aignon en particulier, qui enseigne aussi dans la formation, qui a bâti une sociologie des attachements. La question, c'est de quelle manière ces personnes sont attachées à des éléments qui sont dépourvus de viabilité. Et on ne peut faire qu'une co-enquête sur cette question-là parce qu'on ne peut pas simplement de l'extérieur décréter sans les personnes impliquées, voilà de quelle façon vous êtes attachés, j'ai réussi à le déterminer et maintenant je vais vous dire comment on va vous désattacher de tout ça. Je dis désattacher pour pas dire détacher parce que détachement, il y a un petit côté bouddhisme qui n'est pas du tout ce que j'ai en tête ici. Donc voilà, il y a vraiment cette question de la co-enquête,
la posture de l'enquêteur, qui est une posture de sociologie pragmatiste, qui est vraiment essentielle pour nous. En même temps qu'il faut faire dialoguer avec une perspective sur des enjeux qui sont des enjeux très macro, parce que les enjeux de l'anthropocène, des limites planétaires, etc., c'est quand même du très très macro. Le système Terre aussi, le fonctionnement du système Terre qu'il faut comprendre pour appréhender un petit peu quel pourrait être un avenir viable demain. Là aussi, ce sont des enjeux très macro, planétaires, on va dire. Et du coup, on a aussi des cours là-dessus, parce que c'est pas du tout évident d'ailleurs de comprendre une épistémologie qui est celle de l'enquête, de l'enquêteur, de l'enquêtrice, et une épistémologie qui est celle de la modélisation, qui n'est pas forcément prédictive, qui peut avoir plein de finalités, vis-à-vis de laquelle il est assez difficile de se positionner. Donc on essaie de proposer ce passage d'un niveau micro à un niveau macro, et retour, cette capacité finalement à déambuler entre les échelles. Et puis, on propose aussi une sorte de colonne vertébrale un peu théorique pour comprendre les enjeux de l'anthropocène, du vivant, des organisations, de la stratégie, etc., etc. Voilà, de la finance, différents éléments. Et c'est suivi ensuite d'une introduction au design. Le design, là aussi, comme pratique, comme manière de faire, avec des designers et des designeuses contemporains, contemporaines, qui eux-mêmes, elles-mêmes, ont une pratique qui a été bousculée par l'Anthropocène, les perspectives ouvertes par l'Anthropocène, donc qui professionnellement se sont réalignés sur ces enjeux-là et qui partagent justement des manières de faire, des outils, des démarches, des dispositifs. Et ensuite, dans un dernier temps, on présente aussi des outils, des dispositifs, des démarches plus spécifiques à la redirection écologique qui ont été forgés au fur et à mesure des années. Parce qu'évidemment, en travaillant sur une soixantaine de chantiers depuis le début et puis une vingtaine de plus, 25 cette année qui s'ouvrent autant que d'étudiants et d'étudiantes, eh bien, on est amené aussi à produire des livrables, à produire des outils, des dispositifs, parfois des dispositifs institutionnels. Je pense à ce qu'a testé notamment Diego Landivar à Grenoble autour des protocoles de renoncement sur les piscines municipales. Mais ailleurs, il y a aussi plein d'exemples tout à fait intéressants. L'enquête d'Emmanuel Bonnet depuis 3 ans avec le village de Chastret, pour imaginer une sortie peut-être des activités neige. Il y a aussi ce qui se passe à d'autres endroits où il y a une forte résonance avec la redirection écologique, comme ce qui s'est passé à Métabier, ce territoire de montagne, station de ski, qui sort aussi des activités neige, qui mobilise tout son territoire pour imaginer un autre futur. Voilà, il y a plein de choses très intéressantes qu'on essaye aussi de partager finalement les connaissances qui émergent de ces différents chantiers, tout en accompagnant, encore une fois, les étudiants et les étudiantes sur leurs chantiers propres, qui sont des chantiers qui leur sont proposés en fonction de leurs souhaits professionnels et qui sont des chantiers que moi je réunis en début d'année, enfin au printemps et à l'été, que je propose ensuite en début d'année, ou parfois, dans un certain nombre de cas, on les monte ensemble s'il y a un souhait qui est un souhait très spécifique. Dire moi je sais que je veux travailler dans tel domaine ou avec tel acteur, et bien on peut tout à fait monter en amont ensemble avec l'étudiant ou l'étudiante cette commande pour lui permettre après de voilà, se professionnaliser autour du projet qu'il ou elle désire. Voilà. Ok, très complet, merci. Euh, et quelles sont les perspectives de tout ce que vous élaborez? Vous voulez, c'est quoi les perspectives de développement que vous envisagez pour la suite, si vous y pensez déjà? Oui, alors moi je dirais que depuis pas mal de temps déjà, je pense à la redirection écologique qui est quelque chose un programme plus visible. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans la formation, qui lui donne une sorte de crédibilité, c'est que ce programme, il est adossé quand même à un programme de recherche qui remonte maintenant à quelques années, qui a été porté en 2017 quand ces enjeux de fermeture, de renoncement n'étaient quand même pas portés sur la place publique par beaucoup de monde. Donc il y a aussi cet effet-là, je pense, qui joue et une réflexion finalement au long cours sur ces enjeux-là. Il y a un enjeu donc à institutionnaliser, je pense, ces questions, à montrer que c'est légitime de se poser ces questions-là, mais parce que de plus en plus de territoires, d'organisations, etc., y sont confrontés et n'ont pas forcément les réponses, mais qu'on voit aussi des acteurs s'engager d'eux-mêmes dans ces démarches-là. Donc montrer que c'est légitime, ça commence à être le cas. Je parlais du rapport qu'a publié le Sénat le 9 novembre dernier,
qui parle largement de nos travaux, de la redirection écologique, en expliquant que ces perspectives de renoncement, de réaffectation des moyens sont des perspectives de redirection, sont des perspectives légitimes et de plus en plus légitimes. Malheureusement, d'une certaine manière, parce qu'on est confronté à des chantiers qui nous obligent à aller sur ces terrains-là, mais c'est comme ça. Donc il y a cet ancrage dans la recherche, il y a cette institutionnalisation. Il faut que ce soit légitime pour que derrière les étudiants et les étudiantes puissent aligner leurs souhaits d'action avec des perspectives professionnelles. Je pense que c'est ça aussi le défi, c'est de dire depuis son travail, on peut tout à fait agir et en allant au cœur des choses et en remobilisant aussi ce qu'on a connu sans forcément partir. Non pas que la désertion ne soit pas une option, mais c'est une option pour un nombre limité de personnes et que par contre on est 30 millions d'actifs et d'actives et du coup il faut aussi proposer des perspectives à ces gens-là pour réorienter leur travail, rediriger leur travail, leur activité, etc., etc. D'ailleurs, on a des projets autour de ça. On a participé à l'émergence d'un projet de sécurité sociale de la redirection écologique avec l'année dernière, enfin cette année, l'année dernière scolaire, donc à l'été dernier, avec des syndicats, des think tanks, l'ANACT, le Printemps écologique, l'Institut Rousseau, plein d'acteurs qui convergent aujourd'hui pour insister sur l'importance finalement de faire du travail un lieu de redirection écologique. Et d'ailleurs, il y a eu une rencontre sous les auspices de redirection écologique récemment assez symbolique, même si elle n'a pas donné lieu à un dialogue qui a forcément répondu à toutes les questions, entre Jean-Marc Jancovici et Bernard Friot, justement porté par des personnes de ce projet-là, pour dire il faut maintenant converger sur ces enjeux de travail. Moi, j'avais écrit aussi dans mon livre, publié cette année, Politiser le renoncement, donc il faut faire du travail le lieu où s'opère la redirection, parce que c'est aussi le travail qui est le lieu où s'opère la production et qui est évidemment un enjeu extrêmement important sur toutes ces questions-là. Donc voilà, réaffirmer ça, je pense que c'est fondamental, et puis cultiver un écosystème, tout simplement, avec de plus en plus d'acteurs, et puis en faire ressortir des initiatives de redirection écologique, soit qu'on porte, soit qu'on appuie, soit qui sont indépendantes de nous, mais derrière qui vont permettre justement de montrer qu'un certain nombre d'actions doivent passer à l'échelle, peuvent passer à l'échelle, et de les accompagner pour que ça aille plus vite, plus fort, plus loin, avec des territoires qui sont aujourd'hui des territoires pionniers, par exemple. Il y a plein d'autres cas de figure, hein, mais territoires pionniers qu'on accompagne, mais qui ont vocation à faire un travail aujourd'hui qui va servir en fait plein d'autres territoires demain et qui va permettre aussi de retricoter autrement les modèles existants qui ne sont plus adaptés au monde de demain, mais déjà sans doute d'aujourd'hui, sinon on ne serait pas dans cette situation. Donc voilà, c'est vraiment faire ce travail-là, assurer ce passage à l'échelle, cette accélération, et puis venir combler les vides, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, mais il faut apprendre à les faire très rapidement. Donc voilà, mais l'idée, c'est pas qu'on le fasse nous, tout seul, on n'est pas une avant-garde, on vient ici en appui à tout un ensemble d'acteurs qui sont convaincus qu'il faut aller sur ces enjeux de redirection écologique, qui s'emparent finalement du cadre qu'on leur soumet, qu'on leur propose pour agir, pour sans capacité. Donc, ce n'est pas nous qui arrivons avec la méthodologie qui est la bonne en disant voilà comment il faut agir, voilà exactement ce qu'il faut faire. C'est aussi une enquête, une co-enquête. C'est un travail qu'on fait ensemble avec des organisations, avec des territoires, avec encore plein d'acteurs très divers et variés à différentes échelles, à partir justement de ces principes qu'on a posés et qui sont un petit peu ceux de la redirection écologique, mais qui sont des principes pour cadrer une certaine action, mais qui ne disent pas ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire. Donc, voilà, on peut aussi repartir de ce que les gens connaissent, de ce que les gens savent, pour remobiliser leur savoir-faire, leur méthodologie à ces fins-là. Je comprends, effectivement. Donc, ce que vous essayez de faire, c'est de créer un nouveau métier, en fait, et de montrer, pas vraiment, je Alors, au simplifie. départ, c'est un peu ce qu'on imaginait, c'est-à-dire il y avait des chargés de RSE, demain il y aura des redirectionnistes dans les organisations. C'est pas forcément comme ça que ça se passe, parce que comme j'indiquais, tous nos métiers sont appelés à être redirigés. Il n'y a pas un métier qui ne va pas être redirigé. Donc, c'est moins un métier en particulier que le travail lui-même, effectivement, qui devient un lieu de redirection. Et après, on peut rediriger soit de l'extérieur, plutôt en accompagnement d'organisations, de territoires ou autres, soit de l'intérieur de son organisation, de son institution. Mais en fait, là, il y a aussi des gens qui font des thèses derrière, il y a aussi des gens qui font des tas de choses très différentes. Il y a des gens qui avaient quitté la recherche, qui sont retournés en recherche après avoir fait notre formation, qui ont été titularisés depuis. Donc, je suis très content de le dire. C'est un point important, effectivement, à le dire, c'est que
nos étudiants et nos étudiantes trouvent des métiers qui sont alignés avec, ou des métiers ou des emplois qui sont alignés avec leur souhait de faire de la redirection. Après, il y a différents niveaux de revenus, etc., etc. On peut encore mieux faire, mais de ce point de vue-là, les gens ne sont pas au chômage en disant mais qu'est-ce que je vais faire demain? Il y a de l'activité. Il faut évidemment la consolider, mais il y a de l'activité. Voilà. On n'est pas dans une situation où, par exemple, pour le RNCP, on ne pourrait pas prétendre déposer un dossier si tout le monde était au chômage après la formation. Ça n'est pas le cas. C'est quand même très important de le dire. Je comprends que tu insistes dessus parce que c'est ce qu'on pourrait, c'est une des premières questions qu'on peut se poser, effectivement. Est-ce qu'il y a déjà suffisamment de demandes pour des options de renoncement? Euh, et il y en a certainement assez pour vos étudiants, peut-être pas assez par rapport à la taille de l'enjeu, mais en tout cas, oui, il y en a suffisamment pour que des gens travaillent dessus. Ça, en On disant a, juste que le renoncement est évidemment la perspective la plus visible dans le travail de la redirection, mais que derrière, on peut aller au fond des choses, y compris sur des chantiers qui anticipent ou outillent le renoncement, qui ne sont pas forcément directement du renoncement. Donc, en fait, ça couvre tout un ensemble de tâches quand même assez variées aujourd'hui. Voilà. très clair. Merci pour tout ça. On va passer aux questions maintenant, avec une première question d'Emma, France. Euh, je ne sais pas si tu veux la lire, Emma, ou si je la lis sinon. Comment, selon vous, cela sera redirigé le métier d'enseignant du supérieur? Et j'en profite pour dire que donc, préparez vos questions pour les suivants aussi. Alors, c'est une bonne question. La question de la redirection du métier d'enseignant ou de l'enseignement supérieur, si je veux élargir, je ne sais pas si Oui, j'ai raison de non, c'est procéder à ça. cet Je élargissement, crois que mais c'est ça. alors, c'est une bonne question. Je vais la décaler un tout petit peu vers le volet recherche de l'enseignement supérieur, parce que de toute façon, l'enseignement supérieur, c'est enseignement supérieur et recherche. Et puis, je reviendrai sur l'enseignement. Parce qu'on a travaillé sur cette question de la redirection de la recherche, avec notamment un chercheur d'INRIA à Lyon, Éric Tanier, et un ancien étudiant du master, Maël Thomas. Et justement, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on redirige la recherche. Moi, étant non pas déserteur, mais démissionnaire, j'ai une expérience aussi sur un petit peu ces questions, puis je me suis redirigé moi-même progressivement. Et notamment, moi, je travaille dans un centre de recherche bien doté, voire très bien doté, qui était INRIA, parce qu'il faut ici distinguer aussi la recherche, j'allais dire le monde mainstream de la recherche qui a des moyens et la recherche en sciences humaines, parce que c'est quand même des univers qui sont très, très différents, hein. J'allais dire, c'est même, ça n'a rien à voir dans la pratique quotidienne. On a des gens dans des bibliothèques ou des bureaux pas chauffés avec des livres, etc. Et puis d'autre côté, on a des gens qui se font financer des projets à X millions d'euros pour faire des choses parfois un peu douteuses. Donc c'est quand même des univers assez Mhm. hétérogènes, dans la Mhm. pratique vraiment très quotidienne, hein, j'y insiste. Et c'est vrai que, étant passé par cet univers-là aussi, ça m'a beaucoup interrogé, notamment parce qu'aujourd'hui, c'est enseignement supérieur, recherche et innovation. Et c'est quand même le I de innovation, dans le I de Esri, qui est le driver, hein, de l'ensemble, qui tire un petit peu tout ça vers voilà, le côté, on va nourrir un petit peu la machine dans une forme de guerre économique mondialisée. Euh, et effectivement, la question qui s'est posée, c'est est-ce que les chercheurs et les chercheuses veulent participer à cet effort-là qui est pas particulièrement, qui prend pas particulièrement pardon, en compte les enjeux du climat, des lignes planétaires, etc. Et comment on peut se positionner en tant que chercheur ou que chercheuse. Et notamment alors que les métiers sont de plus en plus prolétarisés. On ne choisit pas finalement ses sujets de recherche, on ne choisit pas ce qui va être financé ou non. Comment l'ANR pose d'ailleurs ses objectifs, c'est quand même pour moi d'une certaine opacité, mais bon, ça c'est pas très très grave. En tout cas, je pense on a assisté avec notamment le financement par projet, mais d'autres éléments, à une très très grande prolétarisation des métiers de la recherche, ce qui aboutit d'ailleurs à une grande souffrance aussi pour les gens qui veulent s'investir justement avec des finalités environnementales ou autres. Du coup, on a réfléchi, alors on n'a pas résolu le problème d'un coup d'un seul, mais on s'est dit comment on peut réfléchir à cette situation.
Et alors, il y a toujours la posture de la démission, un peu la posture d'ailleurs à la Grothendieck, hein, avec sa conférence très connue où il dit est-ce qu'il faut continuer à faire de la science? Non, et puis on arrête, mais c'est plutôt un geste individuel qui peut inspirer, mais derrière qui ne va pas forcément transformer collectivement l'organisation. Ou l'institution plutôt ici. Et donc, on a mis en place une licence qui s'appelle la licence Usage Right. Quand il y aura un petit répit, je vous mettrai le lien dans le chat, qui est une licence en fait qui part du constat que les chercheurs et les chercheuses sont les détenteurs, détentrices de leurs résultats de recherche avec les tutelles. Et donc, on a mis en place une licence à réciprocité qui permet de dire à quelles conditions on veut que ces travaux soient réutilisés ou non. Parce qu'aujourd'hui, avec l'open science, qui est très très bien, mais quand même une ouverture qui vise à être un peu la graisse dans les rouages de l'innovation, c'est quand même ça le but, hein, c'est de faciliter le transfert des contenus de la recherche vers les innovateurs, donc vers plutôt le marché, le privé, pour que l'accélérer, donc vraiment une perspective d'innovation très classique. Cette ouverture, elle peut finalement interroger, et le commun, ça n'est pas que de l'ouverture. Le commun à l'Innerostrom, hein, c'est de l'ouverture et de la fermeture. C'est un mélange des deux. On ouvre, mais on protège aussi. Et donc là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on protège les résultats de recherche pour orienter dans un certain sens et donc se poser d'ailleurs collectivement en tant que, j'allais dire, professionnel de la recherche, la question des finalités de nos travaux, de nos postures, de ce que nous produisons, de nos projets aussi. Et d'avoir non pas d'en faire une décision individuelle, mais une décision collective en disant dans notre équipe, voilà à quoi on veut que nos travaux servent ou non, et de rendre public ces raisons-là. Parce qu'évidemment, on pourrait aussi le faire, et ça a été fait, hein. Il y a des gens qui ont utilisé des licences à réciprocité, notamment dans le domaine, je crois, de la bioinformatique. C'est Eric Tanier qui me disait ça, qui me donnait cet exemple. Un type qui a eu une sorte de tournant vers l'extrême droite. Il a dit les gens qui utilisent mon logiciel ne doivent pas soutenir l'immigration, etc., etc. Bon, il a dit ça publiquement, du coup, il s'est retrouvé complètement au banc de la communauté scientifique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait pas s'il est encore vivant ou quoi, mais il a complètement disparu. Son logiciel n'est plus utilisé. Donc, rendre public ces raisons, ça s'expose, évidemment, ça expose évidemment à une discussion, à une contradiction, etc. Mais ça permet quand même de poser quelque chose et de repolitiser un petit peu la place des chercheurs et des chercheuses dans le débat. Et notamment, ce qui est intéressant ici, c'est que les chercheurs et chercheuses, donc je disais, sont co-détenteurs, détentrices de leur production. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément la nécessité de négocier avec les tutelles pour utiliser une telle licence. Parce qu'aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais dans l'enseignement supérieur, les licences qu'il est légal d'utiliser, ce sont les licences qui ont été fixées par Etalab, qui n'a rien à voir avec le monde de la recherche. C'est la politique en matière d'open data qui détermine le type de licence qu'on est amené à utiliser dans le monde de la recherche. Donc déjà, notre licence, elle est légale sur le principe. Par rapport à ce règlement-là, il y a sans doute un peu des frottements, mais comme tout le monde ne le sait pas, de toute manière, imposer à tout le monde d'utiliser des licences étalables, je pense qu'il y aurait du frottement aussi de la part des chercheurs et des chercheuses. Donc on a trouvé que c'était un moyen justement de poser un certain nombre de questions. On continue à y travailler cette année sur d'autres aspects, notamment en lien avec des développements liés à l'intelligence artificielle, qui sont évidemment des enjeux très importants. Mais voilà, c'est quelque chose qui a amené, je l'espère, à vivre sa vie. Donc, c'est une manière de retrouver, de se réencapaciter justement dans son travail, en déterminant un petit peu à quoi sert ce que l'on fait, alors qu'au moment même où ça nous échappe, et peut-être en le pensant autrement que sous au nom de la seule défense de l'autonomie, qui me semble être vraiment une voie de garage en fait pour défendre aujourd'hui la position des chercheurs et des chercheuses en fait. Cette revendication d'autonomie. On revendique l'autonomie au moment où on n'a jamais été aussi hétéronome, et du coup, quand il y a des personnes qui interrogent un petit peu la production scientifique du point de vue de ses conséquences environnementales, on peut se sentir agressé et avoir un réflexe de défense qui est de dire moi j'ai choisi d'être astrophysicien pour envoyer des satellites dans l'atmosphère, arrêtez de m'embêter avec ça, au moment même où on est complètement hétéronome, et que le rêve du scientifique qui choisit même ses sujets de recherche, il est complètement illusoire, en tout cas dans certaines disciplines. Juste là-dessus, je termine. Je me rappelle, quand j'étais à Shinria, j'avais posé la question à des collègues qui travaillaient sur la Smart City, mais moi aussi, hein, j'ai une position très différente, mais il y a des choses qui pouvaient être intéressantes sur les objets connectés ou autres. Bref, j'avais dit, mais qui parmi nous sait pourquoi il ou elle travaille sur la Smart City? Et personne n'avait levé la main. Parce que ce n'est pas une idée de chercheur, en fait, c'est une idée d'industriel qui s'est retrouvée dans les agences de recherche et de financement, mais qui n'a jamais été une idée de chercheur. D'ailleurs, c'est une idée de marketeur ou d'idéologue qui vient de chez Cisco et IBM.
avec des racines intéressantes, hein, mais qui n'a rien à voir avec le monde de la recherche. Voilà, c'est la possibilité de se reposer ces questions-là. Et évidemment, après, dans l'enseignement, je pense que ça peut avoir des conséquences. Mais moi, mon angle était plutôt côté recherche au départ, paradoxalement. Merci. On a... alors, si tu veux, je peux te laisser un... Enfin, non, je vais lire les questions. Pendant ce temps, tu peux y réfléchir. On a quelqu'un qui demandait des exemples de commandes réalisées par les étudiants pour comprendre un peu la diversité des sujets possibles. Et quelqu'un a partagé celui que tu évoquais sur le projet de sécurité sociale dans le chat. Et Raphaël Leroy s'est proposé de témoigner sur l'étude faite, étude commande faite concernant l'aéroport Charles de Gaulle. Euh, donc, ça pourra peut-être être intéressant que tu nous donnes Bien une sûr. poignée de diversité d'exemples, Ouais. puis qu'on passe 2-3 minutes avec peut-être Raphaël qui peut nous en parler. Et après, on a deux autres questions. J'en parle dès maintenant parce qu'elles sont aussi intéressantes, du coup, qu'on garde un peu de temps pour elles, sur les écoles de commerce traditionnelles peuvent-elles véritablement se positionner sur la redirection écologique et une autre question qui nourrit un peu celle-ci, quels sont les liens entre ce MSC et les autres formations de l'ESC Clermont? Est-ce que vous arrivez à influer Ouais. sur... Merci pour toutes ces questions. Je vais commencer à répondre sur les exemples. J'ai parlé du chantier sur l'arrêt de la construction neuve, qui est un chantier intéressant parce qu'il y a maintenant plus de 3 ans, travaillé sur la possibilité finalement d'arrêter de construire, en tout cas de diminuer drastiquement la part de la construction. C'était quand même assez osé, même le fait de le verbaliser. Et puis de l'analyser, c'est-à-dire de partir de ça, non pas juste comme du design fiction, ça peut être intéressant, mais c'est limité si on le prend vraiment sous l'angle design fiction, mais en disant en fait c'est du sérieux et voyons voir ce qui va se passer, en réfléchissant à toutes les ramifications. Par exemple, que deviennent demain les écoles d'architecture si on arrête massivement de construire et qu'on bascule vers une autre école? On ne produira plus des gens nouvelles, quoi qu'on en pense, mais voilà, On ça ne dira plus aura quoi? des gens nouvelles. Voilà. Ah oui, oui, pardon. Oui, ce genre de bonhomme. Oui. Voilà. Oui. Donc, Hum, voilà. Aussi parce que la construction, c'est un des 3 secteurs les plus émetteurs de CO2, donc c'était intéressant de oui. s'y pencher et de regarder aussi concrètement, si on arrête de construire, est-ce que ça a un vrai bénéfice pour l'environnement? On peut le penser, et c'est bien de le penser, c'est mieux d'essayer de l'établir à minima. Et effectivement, le spoiler, c'est que oui, ce serait intéressant pour l'environnement. Y a pas de souci. On a travaillé avec la ville de Grenoble, c'était un chantier un petit peu phare au démarrage, avec 4 de nos étudiants et étudiantes sur la question du devenir de leur piscine municipale, puisque ce sont des infrastructures qui atteignent leur demi-vie, donc qui deviennent vétustes, et donc se poser la question de savoir, et la ville n'avait pas de réponse à cette question, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les maintient? Est-ce qu'on en construit de nouvelles? Comment on envisage les choses? Est-ce qu'on est reparti pour 40-50 ans avec de nouvelles infrastructures? Mais quels seront les moyens dans 40-50 ans? Et en même temps, là, on part d'un objet auquel tout le monde est attaché. Tout le monde aime a priori une piscine municipale. C'est pas une centrale à charbon. D'un autre côté, en termes d'énergie, c'est compliqué à maintenir. En termes de stress hydrique aussi. Enfin, il y a tout un ensemble de paramètres. Et du coup, ont été mis en place une approche qui a impliqué des citoyennes et des citoyens, qui a impliqué des professionnels, etc., pour enquêter justement sur les attachements aux piscines municipales et arriver à ce que tout ce beau monde puisse formuler des propositions. Alors, c'est pas dire que toute la ville était impliquée, hein, que toute la ville a été impliquée dans une délibération démocratique à son échelle, mais ça veut dire qu'il y a des citoyens et des citoyennes qui ont été impliqués, qui ont contribué à mener cette enquête et qui ont fait des propositions assez intéressantes pour montrer justement que l'analyse par les attachements pouvait avoir son intérêt dans une situation comme celle-ci, mais dans bien d'autres cas de figure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un an et demi plus tard, c'était le déclenchement de la guerre russe en Ukraine, et que là, on a vu beaucoup de piscines municipales fermer leurs portes pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et du coup, se poser finalement ce type de questions-là. Et d'ailleurs, derrière, on a accompagné une autre communauté de communes, enfin une communauté de communes plutôt, la vallée de Kaisersberg, dans l'est de la France, qui a dû fermer son centre nautique. Et une fois que ça a fermé, il reste encore plein de questions à se poser. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on refait de la politique à partir de là? Comment est-ce qu'on redémarre éventuellement quelque chose, mais autrement? Et on les a accompagnés là-dessus, sur ce chantier, sur lequel il y a
communication qui commence à intervenir, et en s'inspirant en même temps des leçons d'exemples grenoblois pour aller plus vite aussi sur tout un ensemble de dimensions. Et là, on était vraiment dans quelque chose de tout à fait opérationnel. Et puis pour Grenoble aussi, c'était intéressant de montrer qu'il était possible de proposer à des citoyennes et des citoyens de réfléchir à un protocole de renoncement. Ça n'excédait pas les possibilités démocratiques, en fait. Ça pouvait sembler être complètement hors de question. Voilà, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Il y en a Peut-être beaucoup, hein. peut-être Raphaël Leroy, dans 2, 3 minutes, tu peux nous parler de ce que tu as Oui, vu? Oui. oui, oui, absolument. Ouais. Bonsoir, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je travaille sur le territoire de Roissy, Pays de France, donc qui chapeaute l'une des plus grosses agglomérations en termes d'habitants et j'allais dire de puissance financière avec les mannes de l'aéroport Charles de Gaulle. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait justement un terminal 4 qui devait être construit. Et il y a des étudiants de la promo de 2022 qui ont travaillé aux alternatives à à ce terminal 4. Et on est pas mal de professionnels à avoir été sollicités par les étudiants pour savoir quels sont les acteurs qui sont déjà présents sur le territoire, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative. Alors là, on était en plus vraiment sur des questions à la fois financières pour une agglomération qui doit renoncer potentiellement à une activité économique très importante liée à l'émergence de ce terminal 4 et quelles sont les alternatives possibles à ce terminal et quels sont les emplois derrière à la clé avec aussi une analyse du territoire, des acteurs et des enjeux. Enfin, moi, je trouve professionnel. Les étudiantes ont vraiment abordé tous les sujets sans faire l'impasse, puisqu'en plus, il y a des gros enjeux politiques, et puis ça a amené à des discussions publiques parfois assez houleuses avec certains décideurs. Et puis, ça va à l'encontre de toutes les politiques départementales, de la préfecture qui veut promouvoir l'émergence des emplois de l'aéroport, etc., qui sont très, très importants, parce il y a des enjeux de pauvreté, de primo-arrivants avec des emplois faiblement qualifiés que l'aéroport peut amener. Et toute l'idée de ce mémoire-là, c'était justement de travailler sur les autres emplois possibles liés à la transition écologique, que ce soit la cyclo-logistique, la rénovation énergétique des bâtiments, en passant par le lien avec les plans alimentaires territoriaux, etc. Et donc, je trouve que c'était à la fois une volonté politique de l'agglomération qui se rend bien compte que suite au Covid, en fait, quand l'aéroport a fermé, il y a aussi tout le pognon qui est parti et qui s'est complètement arrêté. Et donc, il y a une volonté aussi politique d'essayer de comprendre les alternatives possibles pour un territoire avec un enjeu là. Enfin, on parle vraiment de 90 000 emplois si l'aéroport ferme et de centaines de millions d'euros qui sont drivés via toutes les entreprises qui travaillent autour de l'aéroport. Merci beaucoup. D'accord. Peut-être juste redonner d'autres éléments de contexte. Merci beaucoup pour ce retour, puis ça fait plaisir. Donc, effectivement, en fait, c'était une commande qui a été passée par le CECCT4, le collectif contre la construction du terminal 4 de l'aéroport de Roissy. Donc, c'était 105 mairies coalisées, transpartisanes, même si après, il y en a qui se sont fait un petit peu taper sur les doigts selon le bord politique, mais au départ, c'était vraiment transpartisan, ce qui était assez osé pour un certain nombre d'acteurs d'ailleurs. Qui était opposé à la construction du T4 avec ce raisonnement que c'était pas aussi intéressant que ce qui était évoqué au plan économique et que par contre toutes les nuisances allaient rester à l'échelle du territoire et donc ça allait nuire finalement assez fortement au territoire. Et donc nos étudiantes, comme elles n'ont pas elles fermé le T4 avant sa construction, mais c'est le président Macron qui en cours d'année a annoncé qu'il ne serait pas construit. Du coup, c'était intéressant pour nous comme cas de figure. Ça a réorienté la commande et elles ont travaillé sur l'argument de l'emploi, qui est effectivement un argument récurrent sur les grands projets. Alors qu'on qualifie grand projet inutile ou pas, ça dépend du point de vue où on se place, évidemment. Mais en tout cas, prendre cet argument de l'emploi qui est récurrent et essayer de l'analyser. Et l'analyse a montré qu'effectivement, beaucoup d'emplois allégués, en fait,
ne sont pas dans le territoire parce qu'on n'a pas les compétences sur le territoire, donc c'est des gens qui vivent un petit peu plus loin. Par contre, les nuisances, elles restent bien sur le territoire. Et que pareil, il n'y a pas de bénéfice non plus. Les touristes, ils ne s'arrêtent pas pour faire du shopping dans les centres urbains alentour, mais en fait, c'est des hubs, ils sont redirigés ailleurs. Donc voilà, il fallait analyser ça vraiment de près et effectivement poser la question de l'emploi, poser la question des politiques finalement de travail. Et ce qui est appréciable, c'est qu'il y a une restitution devant le collectif, qui est quand même, encore une fois, 105 mairies avec des élus, etc. Et il y a eu le rapport, moi j'ai une photo que je montre souvent quand je fais des interventions, où Eugénie Pontier, la porte-parole, on va dire, du collectif, remet le rapport qu'ont écrit nos étudiantes au sénateur de Seine-Saint-Denis, parce que c'est un objet politique, en fait, sur lequel le collectif va s'appuyer pour effectuer des demandes. Donc, c'est pas juste un objet qu'on va mettre dans le tiroir, c'est pas juste un objet pour rien, pour de faux. On vient, on accompagne des acteurs et on essaie de produire des objets qui vont aussi aider à transformer des situations réelles et concrètes. Donc voilà, c'est pas pour de faux quoi qu'on agit. Je pense que c'est important de le dire. C'est ancré dans le réel. Et ça a des incidences sur ce réel. Exactement. Ça en part et ça y retourne. Euh, merci pour ces exemples. Est-ce que on peut vous parler un petit peu pour conclure, de cette question est-ce que les écoles de commerce elles peuvent s'approprier, Ouais, bien elles peuvent sûr. se positionner sur la redirection écologique et dans quelle mesure est-ce que vous arrivez à entraîner le SC Clermont avec vous? C'est une bonne question. J'ai pas de réponse définitive à cette Nous question. non plus, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et on fait que d'explorer. Alors moi, je suis déjà le directeur de cette formation et pas de l'ESC Clermont. Je peux parler de la formation en tant que telle, qui est portée par deux écoles, ce qui est important aussi, ce qui veut dire qu'elle a euh, elle appartient à l'ESC Clermont, mais elle est portée depuis le début en collaboration avec Strat. Elle a lieu à Lyon, donc elle est sur un autre campus que celui de l'ESC Clermont. Donc je dirais que elle a son propre public, cette formation, qui n'est pas forcément le public de l'ESC Clermont. Elle a sa propre visibilité, elle est ancrée dans un programme de recherche qu'on porte, mais qu'on porte depuis le début à l'ESC, mais déjà avant qu'on portait un petit peu entre nous. Et il faut dire ici quelques mots du travail qu'a réalisé notamment Diego Landivar, qui a cofondé avec Émilie Ramillien un laboratoire de recherche indépendant qui s'appelle Origins Media Lab Mhm. à Clermont-Ferrand depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, je pense. Ça doit faire peut-être une douzaine d'années aujourd'hui. Et en fait, lui, il a été recruté le premier de nous trois, moi-même, Emmanuel Bonnet et donc Diego, à l'ESC Clermont, après sa thèse, qui était une thèse d'économie du développement à l'université de Clermont. En fait, il a très tôt aligné un certain nombre d'enseignements à l'ESC Clermont euh, sur les enjeux de l'Anthropocène. Donc, vraiment, il a eu un rôle de pionnier de ce point de vue-là qu'il faut vraiment saluer, ce qui a permis aussi d'accueillir ensuite quelqu'un comme moi, de trouver de la place au sein de l'école et de monter un projet comme celui-ci. Et notamment pour les nouveaux arrivants du programme Grande École de l'ESC Clermont, il y avait, je pense qu'il y a toujours d'ailleurs, mais moi j'y enseigne plus parce que j'ai plus le temps, donc je fais autre chose, mais 4 semaines dédiées à une introduction à l'Anthropocène, ce qu'on appelle le forum des nouveaux mondes, à l'école. Et ça avant que ce soit qu'il y ait d'autres écoles qui fassent de la communication là-dessus, etc. Et c'est pas forcément connu. Alors, c'est vrai que l'école à l'époque ne le rendait pas forcément non plus public ou n'insistait pas forcément là-dessus, mais il y a quelque chose qui a été porté de longue date au sein de cette école, et lui-même avait aussi ajouté des cours de cartographie des controverses, comme il y en a à Sciences Po, aux Mines et à Centrale, mais aussi de gestion de crise, et voilà, des cours avec une pédagogie innovante,
des cours intéressants. Donc, il y a un petit peu cette tradition-là, mais qui n'est pas forcément visible de l'extérieur. Donc, on a pu s'ancrer là-dedans. Et c'est vrai qu'une des réflexions aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'enseignants-chercheurs, d'enseignantes-chercheuses à l'école qui alignent leur recherche avec les enjeux liés à l'Anthropocène. Donc, ça se passe aussi par l'alignement, j'allais dire, parfois il se passe par la recherche pour ensuite retourner vers l'enseignement. C'est parfois plus facile, évidemment, de basculer sur son programme de recherche à soi avant de faire basculer peut-être ses cours, ses enseignements et puis tout un ensemble de choses. Mais il y a d'autres programmes, d'autres formations où effectivement il y a une présence de ces enjeux, mais sans doute que ça pourrait évidemment irriguer encore bien davantage que ça n'est le cas aujourd'hui. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un certain nombre de réflexions, notamment en lien aussi avec les gens qui s'occupent de la fondation au sein de l'école, puisque la personne qui est directeur de la fondation aujourd'hui est aussi la personne en charge de la RSE, et quelqu'un qui considère qu'il faut aller plus loin que la RSE. Donc voilà, donc c'est une réflexion en cours. Ok, je te remercie. C'est un sujet qui, voilà, je connais certaines personnes, je vais nommer personne en particulier, mais parmi ceux qui sont là, voilà, certains travaillent dans des écoles de commerce ou même si c'est une école d'ingénieur qui peut être liée à ça. Et la question de la cohérence d'un enseignement à un autre, enfin voilà, de l'ensemble de la plaquette pédagogique, si jamais on va mettre un peu d'écologie ou un peu de social ici, est un vrai sujet ces dernières années, depuis que les établissements ont commencé à mettre ici et là des choses, et les étudiants sont un peu perdus dans les Peut-être discours justement contradictoires. là-dessus, en appui à ça, moi je sais pas, dans mon école, mais dans toutes les écoles maintenant, hein, on a testé la fresque du climat pour tous les nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes, etc. Moi, j'étais pas forcément favorable à ça. J'avais dit, alors peut-être que ça avait été vu comme mais qu'est-ce qui nous ennuie, ce snob qui a son propre programme de recherche, donc la Hmm. fresque du climat l'intéresse pas, etc. Je me dis que ça peut être, je dis pas que ça a été reçu comme ça, mais je me dis que ça pouvait être reçu comme ça. Mais en fait, il y avait des raisons. Alors, d'abord, euh, chaque outil, chaque dispositif est intéressant, mais à partir du moment où c'est joué partout, il faut qu'on se pose des questions sur est-ce que c'est vraiment l'outil qui mérite que partout, finalement, on s'aligne sur celui-là. Je pense que, non pas en le critiquant, mais parce que c'est une place quand même assez particulière que tout le monde, finalement, toutes les écoles pédagogiquement s'alignent sur un outil. Je pense que ça ne peut que susciter un certain nombre de réflexions. Et aussi parce que la difficulté, c'est de présenter finalement la fresque et après de retourner sur des cours un petit peu classiques. Et je pense qu'on a eu des réactions de la part d'un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes qui nous disent mais vous nous avez présenté finalement une fresque à un moment donné, maintenant on retourne faire des cours plus classiques. Enfin, ça les rend fous, quoi, d'une certaine manière. Mhm. Bah oui. Les gens sont perdus, il y a de la réactance, c'est compliqué. Et puis certains disent, moi, je veux plus du tout entendre parler du climat parce que finalement, vous m'alertez à haut niveau et à côté de ça, vous ne me donnez pas forcément les moyens d'aligner ce que j'étudie et ce que je vais faire demain avec l'alerte que vous venez de me présenter. Donc forcément, cette situation-là, elle est plus qu'inconfortable. Et je pense que cette situation-là, elle se retrouve dans plein d'écoles aujourd'hui. C'est une situation par défaut d'une certaine manière. Donc comment est-ce qu'on arrive à dépasser ça? Moi, je pense qu'on l'a dépassé à travers la formation, mais parce qu'elle est vraiment très spécifique et que donc cette question ne se pose plus. Mais par contre, pour des plus jeunes étudiants et étudiantes qui n'en sont pas encore à ce niveau-là, qui n'ont pas forcément cette expérience ou ce projet justement d'aligner leur projet professionnel et personnel avec des objectifs liés à la redirection écologique, ça demande effectivement un soin tout à fait particulier. Donc évitons de les mettre dans des situations comme ça un petit peu en porte-à-faux parce que c'est parfois le mieux est l'ennemi du bien. Donc faut aussi se garder de ces situations un petit peu contradictoires. Ouais, c'est souhaitable. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière question brûlante qui vient d'émerger? Ou des tomates que vous voudriez me jeter à la figure, tomates Alors, virtuelles. Oui, je crois oui, qu'il y a une question. oui, Emma? Oui, merci. Moi, j'avais une petite question par rapport à ce que vous avez dit sur l'exemple du territoire de Roissy, Pays de France. Vous disiez, en gros, finalement, l'approche, elle permet
de dire bah, s'il y a un présupposé politique autour de la création d'emplois, pourquoi pas, mais on va aller le questionner avec une méthodologie et essayer de voir si c'est vrai. Et du coup, je me demandais dans la formation si vous incluez aussi des enjeux, parce que vous avez dit c'est des projets politiques, et du coup, je me demandais si vous incluiez aussi des enjeux de médiation politique, enfin, de connaissance des politiques publiques et des jeux politiques, parce qu'il peut aussi arriver, j'imagine, des situations où vous démontrez par A plus B que telle stratégie ne crée pas d'emploi, et pour des raisons idéologiques, les élus vont quand même persister dans leur voie, et des papiers de recherche qui montrent que telle politique publique ou telle décision gouvernementale n'est pas la plus sensée d'un point de vue ABC avant qu'elle soit prise, il en existe des tonnes, et ça n'empêche pas les élus de faire un peu comme ils veulent, quels que soient les conseils qu'ils reçoivent de la part d'experts ou d'académiques. Donc je me demandais comment vous naviguiez ça avec vos étudiants. C'est une très bonne question, je vous remercie. Je dirais que c'est peut-être en lien avec le système de commande qui est le nôtre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la position de produire une expertise dans l'absolu, en disant voilà, on va faire une expertise là-dessus, et puis comment vous allez recevoir cette expertise, ben, c'est un petit peu vous qui en décidez. Là, par exemple, ce travail, il a été fait en lien avec ce collectif, qui est lui-même un collectif en lutte contre la construction du terminal 4. Donc, ça veut dire qu'il y a un positionnement au départ. Ça ne veut pas dire qu'on va alimenter l'enquête juste en fonction de ce positionnement-là, mais par contre qu'on est là aussi pour outiller la démarche du collectif qui soupçonne qu'il y a un problème, on peut soupçonner dans l'absolu, entre les annonces en matière d'emploi, la réalité, et puis le fait que cet argument de l'emploi soit récurrent sur ces grands projets, que ça serve un petit peu à les faire passer, finalement. Donc, c'est dans un contexte vraiment spécifique ici que ça s'inscrit. Et souvent, c'est le cas, en fait. On n'est jamais dans une position de devoir convaincre. On est toujours avec des acteurs qui soit sont démunis, n'ont pas les réponses, mais savent qu'il faut faire quelque chose, soit ils veulent anticiper, comme à Grenoble, on anticipe que ça va être compliqué de maintenir la piscine, donc comment ça se passe, soit il est trop tard, mais il y a quand même des choses à faire. Dans la vallée de Kaisersberg, là, cette année, on travaille avec une station de ski qui a déjà fermé, mais ça ne résout pas tous les problèmes parce qu'elle a fermé assez rapidement, sans forcément, mais parce qu'ils ne savaient pas, il n'y a pas forcément une ingénierie pour le faire, ils mettent tout le soin possible et du coup, ça a cristallisé des tensions. Donc, comment on va réussir à dénouer tout ça à l'échelle du territoire? Il y a encore plein de choses à faire. Donc, c'est plutôt des acteurs qui sont en demande, qui ont un besoin spécifique, qui sont parfois des acteurs institutionnels, mais là, dans l'exemple du collectif qui était contre l'institution, parce qu'il se positionnait contre le projet de construction, donc voilà. Donc c'est plutôt dans ces situations-là. On n'est pas là pour proposer d'une certaine manière une expertise en considérant que cette expertise, elle seule, va convaincre. Par contre, ce qui est vrai, c'est que même si l'expertise ne suffit pas, et l'exemple alors c'était pas l'exemple de l'aéroport, mais c'était l'exemple au même moment de Europa City, il y avait un projet alternatif qui a été proposé, et bien le simple fait qu'il y ait un projet alternatif qui soit proposé fait quand même dérailler le projet initial. Et d'ailleurs, même s'il va au bout à la fin, ce n'est pas le même projet qui va au bout. Donc ça vaut le coup quand même de produire ce type de contre-proposition. Donc voilà, on est plutôt dans cette position-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais en peu de temps. Ouais, super clair, merci. Ben, merci pour tout ce partage très franc, Alexandre, et merci tout le monde pour votre intérêt et vos questions. 10 secondes, 15 secondes de pub pour les prochains événements enseignants de la transition. On organise un séminaire au campus de la transition les 8 et 9 mars de l'année prochaine, qui aura pour thème central justement l'évolution des cours de ceux qui ont dû faire évoluer leurs cours pour y intégrer la transition, peut-être même aller jusqu'à la redirection, mais au moins c'est la transition, ce qui offre une palette d'options quand même plus large. Voilà, donc comment est-ce que les cours ont évolué? On ne parle pas de changer une maquette pédagogique pour y coller quelque chose voilà, mais de cette transformation-là. Si jamais vous êtes concerné par ce sujet, vous l'avez fait, que vous êtes en train de le faire, que vous voulez le faire, ce séminaire vous intéressera beaucoup, il sera participatif, vous apprendrez des choses.
Voilà, donc vous avez toutes les infos sur le LinkedIn ou dans la prochaine newsletter de Enseignants de la Transition. Le dernier post du LinkedIn d'Enseignants de la Transition, on partageait notre newsletter, du coup, voilà. Et on communiquera dans nos prochaines newsletters là-dessus. Il y aura juste une vingtaine de personnes, donc on a déjà 4 billets qui sont partis là, et donc en 2 jours, donc n'attendez pas trop. On a d'autres retours d'expérience pédagogique qui sont dans les tuyaux, comme celui-ci, mais on n'a pas encore de date, donc je ne peux pas vous les donner malheureusement. Mais si vous, ça vous intéresse d'organiser une visio comme ça, ou un apéro dans votre ville ou à Paris pour faire se rencontrer différents professionnels qui travaillent sur les mêmes sujets au sens large hein, de cette transition écologique et sociale, ou nous aider à organiser le séminaire, ou on a même d'autres projets dans les tuyaux, bah, vous pouvez nous écrire à enseignant au pluriel, avec un S, enseignant de la transition @gmail.com et notre site web enseignantdelatransition.com pour devenir membre gratuitement en remplissant le formulaire. Bah, merci encore, merci 1000 fois, Merci Alexandre, et puis beaucoup. bon Je vous ai courage. mis Vraiment. le lien vers la licence Usage Right dans le chat. Yes. Et puis merci pour cette rencontre. Et si vous avez d'autres questions, voilà, moi je suis joignable aussi en dehors de cet événement. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire, ce sera avec grand plaisir. Et bonne continuation, j'espère qu'on se recroisera. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bonne Bonne soirée. soirée.